Et ben salut tout le monde, salut la PEW, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale du PWSPN parce que je vous ai promis de ranker les différents clans de la PEW, mais sur conseil de pas mal d'entre vous, j'ai décidé de faire ça dans un format différent. On va faire une bonne tier list parce que la PEW a beaucoup trop de clans pour faire une liste de tout ça dans un ordre du premier au dernier. Et parce que c'est marrant les tier lists. Et oui, du coup, pour l'occasion, j'ai décidé de mettre une petite webcam parce que ça paye pas de mine et comme ça fait un peu plus professionnel. Et c'est bien quand les choses sont professionnelles. Alors, on va commencer tranquillement. Je vais quand même vous dire qu'est-ce qu'on a comme tier list. J'ai une liste qui est normalement exhaustive de chaque clan de la PEW. Je remercie d'ailleurs Florian Roy qui m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a donné certains des clans que j'avais peut-être oubliés ou que j'avais peut-être jamais connus. On a 5 tiers. Le meilleur, ça ce sera pour la fin, ce sera pour déterminer le plus grand clan de l'histoire de la PEW. Historique, ça a marqué la PEW. Généralement, quand ça a marqué la PEW, c'est que c'était bien, mais surtout que ça a vraiment laissé une empreinte sur la fédération. C'était bien, j'ai pas besoin d'élaborer. On souffle. Alors, on souffle, c'est vraiment, c'est. Voilà, le clan est bien. On souffle, c'est peut-être trop long. Peut-être que quand on regarde le truc, on n'a pas trop compris pourquoi. Peut-être qu'ils ont rien fait de si intéressant que ça. Peut-être qu'ils ont jamais été très crédibles. Voilà, on souffle, c'est vraiment genre, ça a raté. Et le attends quoi, c'est littéralement, ça a existé cette merde. Voilà, c'est, y a pas grand chose de plus à dire. Et je pense qu'on peut démarrer tout de suite. Je vous mettrai, je pense, la tier list dans la description. Vous pourrez la faire quand vous voulez, où vous voulez, si vous voulez. Alors, parce qu'il n'y a pas que moi qui a le droit de m'amuser. Et on va y aller. J'ai rangé tout dans un ordre aléatoire. J'ai tout mélangé avant le début. Je n'ai pas d'ordre exhaustif. Et donc, j'ai pas d'ordre exhaustif, ce qui veut dire que le premier clan dont on va parler, c'est anti-PLW. Ouais, bon. On commence pas par l'un des clans les plus mémorables. Anti-PLW, je m'en souviens quand même, c'est au tout début de la guerre PEW-PLW, je pense que vous vous en souvenez quand même pour ceux qui étaient là. Et anti-PLW, c'est vraiment les 3 guerres de PLW qui ont dit, moi non, nous la guerre on veut pas, nous on veut taper Mathias Roy. Et ils se sont mis en clan pour taper Mathias Roy. Alors c'est qui anti-PLW? C'est Tyr Soren, a.k.a. Tristan Saxon, a.k.a. Tristan McMahon, a.k.a. Tyr Soren. C'est Mike Brady, que lui au moins vous connaissez bien, et c'est Borin Conson qui n'est plus aujourd'hui, qui a jamais été très marquant malheureusement, et qui est plus aujourd'hui à la PEW. Alors, autant Tyr Soren contre Mathias Roy, c'est une super rivalité dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, autant le clan anti-PLW qui est juste derrière, on souffle, ils ont rien fait, ils ont absolument rien fait. Donc, quelques matchs peut-être, mais vraiment c'était de quoi donner peut-être du backup à Tyr Soren, et en plus Tyr Soren et Mike Brady, mais ça va pas ensemble, ça marche pas. Ouais, on souffle. L'idée était bien, une espèce de mini résistance anti-guerre de PLW dans la PLW, un espèce de clan de rebelles, mais ça a jamais été très marquant. En revanche, celui qui a été très marquant, c'est le Bullet Club for Life. Ça c'est vraiment les débuts de la PEW. Ça, c'est l'un des trucs qui a le plus marqué les 2 premières années. Alors, le Bullet Club, il y a eu beaucoup de membres. Il va falloir couper dans le tas et garder surtout les plus importants. On a forcément Prince Cavendish, Jack Watton, Jeff Foster, avec Jack Watton et Jeff Foster qui étaient un peu les champions par équipe, et Prince Cavendish qui était le leader. On a Nolan Black qui, bon, pour ceux d'aujourd'hui ça dira plus grand chose, mais Nolan Black il avait quand même un certain impact. Willman aussi, mais Willman il sera plus important dans la suite dans un autre clan qui découle du Bullet Club. Jeff Nardi aussi, un gros bras en plus. Voilà, il avait un look, mais il a jamais été très actif, donc Jeff Nardi c'était vraiment des gros bras en plus pour le clan.
Et il y a eu quelques ajouts en plus. Nimos c'était marrant le temps du Nintendo Cup. Nimos était dans Bullet Club et c'était assez intéressant. Alors techniquement le Bullet Club il est historique parce que c'est le premier gros clan de la PEW. Vraiment ils sont arrivés même dans le tournoi il me semble pour couronner le premier champion de la PEW, le Bullet Club était déjà là. C'est vraiment PEW qui jouait sur le fait que le Bullet Club ça va intervenir dans toutes les fédérations dans la vraie vie. Le Bullet Club c'est un peu interfédération à l'époque, c'était hype tout ça. Donc ils voulaient un Bullet Club à la PEW. Alors le clan lui-même, il y a un côté historique, mais finalement, à part avoir les titres par équipe à un moment où il n'y avait aucune compétition pour ces titres, et alors en finale du tournoi pour qu'on ait le premier champion au PEW avec Prince Cavendish, il n'a pas fait énormément de choses. Le Bullet Club, c'est partie de ces clans qui ont été intéressants à partir du moment où ils se sont splittés en fait. Donc, techniquement, il est historique, il n'a pas fait grand chose, c'était bien. Le Bullet Club, c'était bien. Et je vais me rendre compte de le prochain. Def. Alors. Oh non. Je viens de réaliser qu'il y a un enchaînement assez fabuleux là. J'ai limite envie de les garder pour la fin. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais un peu passer sur 2-3 autres clans qui sont déjà morts. Et après, on revient sur Def et le dojo. Ouais, on va faire ça. On va partir notamment sur un clan assez incroyable. J'ai envie de prendre El Salvador Eliseo, Mil Mysticos, qui est Uno Loco et Chris Payne. Alors eux, voilà, la New Century Mafia, c'est l'exemple d'un clan où tu regardes et tu te dis, ça existait ça? Voilà, la New Century Mafia, c'est dans Attends quoi? Et c'est globalement le clan dont leur seule utilité a été de feuder avec Lance Austin. Alors, ça aide pas effectivement que le leader du clan, qui était à la base un ancien POW, n'était pas très actif du tout, et que les deux autres membres étaient l'ex-Parks déguisés. Mais New Century Mafia, ils ont été champions par équipe, dans la pire période du titre par équipe à part ses débuts, je pense. C'est facilement même. Mais ils étaient là pour perdre contre Lance Austin à Final Warfare dans une guerre de clans avec le dojo. Et au moins ils ont fait ça correctement. Personne ne se souvient de la No Century Mafia. On va en claquer un deuxième petit avant de parler de Def. Cette version du Machine Cult, là vous voyez Darrell Wake tout seul. C'est une version du Machine Cult qui n'avait aucun intérêt. Parce que c'est globalement Darrell Wake voulait un clan. Et il a récupéré Andrew Carpenter et Tremor, qui étaient deux jobbers de Apocalypse. Cette version de Machine Cult, on est en 2019-2020, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Il faudra que Ron me corrige là-dessus. Et ils ont absolument rien fait. C'est ça. En fait, cette version de Machine Cult, c'est littéralement rien. C'est une V1 avant qu'il y ait plus de membres qui soient ajoutés. Avant que même au moment où Darrell va rejoindre un autre clan après, la version de Machine Cult, c'est même pas Attends quoi, c'est je suis même pas sûr que ça devrait être considéré pour cette liste. Mais bon, allez, maintenant on va attaquer un gros morceau, on va parler de Def. Alors, Def c'est un peu pointilleux parce que Def, plus qu'un clan, c'est la fédération. C'est comme si par exemple dans PEW contre PLW, j'avais mis un clan PLW classé. Mais bon, Def a une fiche de clan, Def a ses équipes, Def peut être considéré comme un clan. Donc je vais en parler. Ce sera pas Attends quoi, parce que quand même, ce sera pas On souffle, parce que jusqu'ici j'ai l'impression que ce qui est fait avec Def est quand même vachement bien.
j'ai quand même l'impression que l'ampleur du clan fait en sorte qu'il y a des erreurs qui vont être faites du côté e-booking et du côté RP, mais quand on démarre quelque chose de cette ampleur, c'est-à-dire un clan qui est littéralement déjà à la tête de la PEW, c'est normal, mais tout ça se rôde bien. Franchement, tout ça se rôde très très bien. Tom Davis en figure patron de la PEW, en leader de tout ce tintouin, c'est génial. Le côté Lance Austin et sa lubie du catch, c'est vraiment très bien aussi. Je trouve que ça met les bonnes personnes en avant aussi. J'aime beaucoup le line-up de Def, le Fergal Egan en tant que vraiment l'as de Def, le The Storm en plus en roue libre, Tyson Lewis et Ryan Parks qui sont fidèles au bateau et qui vont avoir les opportunités parce qu'ils les méritent et parce qu'ils sont fidèles. Purity qui est un peu au-dessus du côté de PLW. Je trouve vraiment que le line-up de Def est vraiment cool et que c'est les bonnes personnes qui gagnent dans ce bazar. Je trouve que ça vraiment ça les a tous fait prendre en importance. Def est pour moi assez facilement dans historique. Et peut-être que quand la storyline sera terminée, il aura sa chance dans le meilleur, mais peut-être que ça l'est déjà. Je sais pas, je dirai à la fin. Et un autre clan qui sera assez facilement historique pour moi, même si ça n'a pas toujours été rose, c'est le dojo de la NSW. Longue histoire. Le clan qui dure depuis le plus longtemps, je pense assez facilement. Le dojo de la NSW, ça doit bien durer depuis 2021, 2022 même, 2021 peut-être même. Ça a commencé comme un petit mentorat de Lance Austin sur l'Emperador, et ça a évolué en une espèce de... Bah c'est pareil un peu, maintenant le dojo de la NSW c'est quasiment 10 personnes, c'est des équipes dans le clan, c'est plusieurs équipes dans le clan, c'est plus vraiment une espèce d'association, pas un dojo quoi, c'est un dojo, c'est plus un clan où ils vont tout faire ensemble, ils vont toujours apparaître ensemble, certains sont sur des chemins séparés, ça évolue en quelque chose de plus gros. En plus, le dojo de la NSW a quand même participé à de sacrées storylines. Ça a affronté les GOAT, ça a affronté Alex, c'est les numéros 1 pour faire face à Def. Le dojo est plutôt... Le dojo arrive à se renouveler déjà, c'est assez fort, même avec le départ de Lance Austin, le dojo est toujours là. Un visage différent, forcément, mais un visage qui est toujours important. Ouais, le dojo c'est historique, on s'en souviendra, même si un jour ça meurt. Peut-être même que le dojo ne mourra jamais, parce que ça a l'air de trouver une formule où en fait ça peut se renouveler constamment. Lance Austin est parti, le dojo a survécu. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien construit. Il y a eu quelques déboires, il y a eu des membres où on ne sait pas trop pourquoi ils sont là. Il y a eu des membres qui ont été complètement transparents. Même actuellement, Alvaro, il est en show, en tout cas, il est vraiment transparent dans le dojo. Sadak, son passage dans le dojo, c'est un échec, il n'a pas fait grand chose. Ça a donné un bon match quand il est sorti du dojo. Il y a certains nous où on s'en souviendra jamais qu'ils ont été dans le dojo. Adam James, il a été 100 fois plus intéressant hors que dans le dojo, je trouve. Mais en général, le dojo, c'est une réussite. C'est vraiment une très bonne réussite. Et non, bravo, bravo le dojo. Et ensuite, on enchaîne sur le meilleur. Voilà. Alors, les Forcemen, c'est bien, c'est bon. Bon, allez, on va parler d'Easy Win. On va en parler correctement. Je suis pas biaisé, je suis complètement biaisé quand je vais dire ça. Moi, pour moi, le clan, il est bien. Parce que il y avait une identité. Merci Lens pour ces logos que je trouve absolument fantastiques. Mais
tout autour, l'idée de Easy Win était vraiment bien, mais tout autour, ça a cassé à certains endroits et ça n'a jamais pu réparer la chose. Parce que à l'origine, Easy Win, ça a commencé fort, hein. Ça a commencé avec Matt Storm, champion du monde, et en fait, autour de lui, il y a tout un clan aussi. Il y a tout un clan et il y a Alex, Brady et Roy. Je trouve, peut-être que certains vont contredire, mais je trouve que ça a vraiment bien lancé Mike Brady, même si aujourd'hui il est vraiment à un autre niveau après avoir quitté. Je trouve que Easy Win, ça l'a bien lancé. Est-ce que ça a lancé Matt Storm? Je pense pas. Je pense que peut-être que Matt Storm n'avait pas besoin d'Easy Win pour être là où il en est. Peut-être que pour lui, c'était pas le bon move. Moi, je continue de penser que l'association Alex Grant et Florian Roy, c'était de l'argent. C'était à vendre. Et personnellement, de mon côté, je me suis beaucoup amusé à être membre d'Easy Win et à penser tout le clan comme. Alors en fait, nous tout ce qu'on veut c'est gagner, mais on s'en fout comment. Ça me faisait beaucoup rire comme concept. Je défendrais à tout jamais le règne de champion All-Star de Florian Roy qui fait complètement partie de la jeunesse et de ce qu'a fait le clan. Et j'adore aussi cette courte rivalité contre The Storm, surtout le match en lui-même que je trouve vraiment bien. Après, il n'est pas resté assez longtemps. Il a finalement eu peu d'incidence parce que Matt Storm aurait probablement été champion du monde sans le clan. Il a vite explosé parce qu'il y avait des personnalités qui vraiment étaient pas faites pour tenir dans un truc comme ça. C'était peut-être pas la bonne association de personnages. Mais je vais peut-être être biaisé comme je dis ça. Hein. J'aimerais bien voir vos avis à vous. Mais de mon côté, Easy Win, c'était bien. Alors, les Four Horsemen of Apocalypse. Attendez 2 secondes. Voilà, donc les Four Horsemen of Apocalypse, je sais pas lol. Alors, je sais pas lol, mais c'est un je sais pas où dans 2 mois, peut-être si le truc dure, ce sera jamais dans. Attends quoi, hein, c'est. J'attends de voir parce que le clan s'est formé autour d'un champion du monde. C'est généralement. Enfin, d'un côté, c'est bon signe parce qu'on sait que le clan va être important. De l'autre, ça veut peut-être dire qu'on va moins facilement s'attacher au clan quand il démarre en ayant déjà gagné. Peut-être le problème d'Easy Win également. C'est aussi un peu ce qui s'est passé. Mais c'est complètement dans un ordre différent. Les 4 noms sont individuellement, je les trouve vraiment solides. Après, faut voir l'association sur le long terme. Sokolov et Walton, pour l'instant, en équipe, ça a l'air de bien rouler. Wayne a l'air d'être vraiment le second, celui qui va prendre le relais pendant que Lex est blessé. Après, j'avoue que c'est le style Four Horsemen of Apocalypse, c'est pas mon style préféré. Le style vraiment de Dark, on tape dur, on cherche les matchs à stipulation, les promos cryptiques et tout. Je trouve que c'est pas mon truc préféré. Après, je peux pas nier que c'est bien fait. Ça reste très bien fait. Et c'est pas ça qui va me dire ah j'ai pas envie de regarder. Donc ça va être dans je sais pas, dans je sais pas lol. Ça peut peut-être évoluer, ça peut peut-être devenir historique, ça peut peut-être juste regarder après quand c'est fini et se dire ah c'était bien. Peut-être qu'on peut regarder et se dire que voilà, en fait c'était un souffle. Mais pour le moment je peux pas faire un avis complet dessus. Après ça, on a le Hot Wave Club. Et attention, le Hot Wave Club, pas le Showstopper Club. Pas Ryan Parks et Tyson Lewis. Ryan Parks, Tyson Lewis et Antonio Bertinelli. Et ça, c'est très facile. Ça va dans
Non, ça va pas dans Attends quoi, parce que Attends quoi, c'est vraiment quand on est en mode ça va exister, vous êtes sûr? Non, ça va dans On souffle. Parce que Tyson Lewis et Bertinelli, ils ont fait équipe pendant un mois. C'était correct, c'était bien. Ils ont eu Trafalgar Warfare, franchement c'était sympathique. Ryan Parks a débarqué, ils ont changé de nom, on s'est dit ouais, Showstopper Club, allez-y, franchement c'est intéressant. Et Bertinelli est parti. Et là, il pas. En une promo, le Hot Wave Club le nouveau Hot Wave Club avec Ryan Parks est passé de ouais, c'est intéressant, vas-y, l'avenir à ah bah c'est fini, c'est juste une équipe maintenant. C'est vraiment dommage. Après Bertinelli, est-ce que ça collait vraiment à ce qu'ont fait Ryan et Tyson Lewis derrière? Je pense pas. Vraiment, j'ai plus l'impression que Bertinelli il allait faire tâche quoi qu'il arrive dedans un peu. Mais bon, bah, en souffrant, c'était rien. Les Immortal Legends, par contre, c'est. Je vais mettre Attends quoi. Parce que même si je m'en souviens, ils ont eu un règne de champion par équipe d'une quinzaine de jours dans cette période bizarre où toutes les équipes se formaient et avaient un règne. Et après, on n'en parlait plus. Je m'en souviens un peu. Mais alors, le fait qu'il y avait Cody Dreamer dedans, on me l'a rappelé au dernier moment. J'ai fait ma liste, je les ai pas inclus parce que pour moi c'était une équipe et pas un clan. Et on m'a rappelé, mais si Cody Dreamer en a fait partie, j'ai fait, oh. Donc c'est prouvé, c'est la preuve de à quel point c'était super intéressant. Le Showstopper Club pour ceux qui. Enfin, oui, parce que je me rends compte que je fais pas assez de background sur les clans. Mais alors, les Immortal Legends, c'est l'équipe de John Master, donc quand même légende, mais c'était vraiment quand sa carrière battait de l'aile, et Matt Slayer, qui n'aura jamais marqué quoi que ce soit, il n'aura jamais rien fait. Il est tellement marquant que le visuel de Matt Slayer, c'est Buddy Murphy, complètement. Et ils ont profité du fait que Alex et le perdant étaient en rivalité pour prendre leur titre par équipe. Il fallait une équipe sur laquelle poser les titres. Et après, alors Cody Dreamer dedans. Cody Dreamer, c'est l'ancien personnage de Bassim Hassan, pour ceux qui savent pas. Et c'est vraiment un catcheur qui était purement dans la division hardcore. Alors l'association en elle-même, pourquoi pas, hein, John Master qui va prendre deux nouveaux et essayer de faire un clan un peu rebelle avec du Maneskin en theme song, pourquoi pas. Mais alors, c'était clan de Hill numéro 40. Peut-être qu'ils ont tourné face à un moment, je saurais même plus vous dire. Et ça a marqué que dalle. La Famiglia, elle, par contre, elle n'est pas dans Attends quoi, même si je pense que personne ne se souviendra de Terror et Andrei Miroslav. Elle va pas dans Attends quoi, parce que quand même la Famiglia, c'était le clan de Bertinelli pendant tout son run à la PLW. C'était globalement pour donner des bras à Bertinelli en plus. C'était le clan avait. Alors au début, quand le clan a commencé, on pouvait dire ah c'est bien, Andrei Miroslav, le personnage est intéressant et tout, Red Terror c'est un géant, il va faire des trucs de géant. Mais alors, vu que Bertinelli était le seul actif de ce clan, ils sont très vite devenus des bras, des têtes à mettre pour que Bertinelli puisse conserver son titre plus longtemps. Alors le job a été très bien fait, hein, les avoirs au sommet de la PLW, ça a beaucoup aidé Bertinelli. Je pense que ça a ajouté à son run de presque un an avec le titre. Mais, je peux pas les mettre au-dessus parce que les deux autres n'ont aucun impact. Le Machine Skull. Mais le Machine Skull, le vrai, pas celui avec le Darrell White. Celui avec Darrell White, Andrew et Tremor qui sont toujours là, mais tout le monde se fout, et Peter Adams et Randy Raid. Eux, par contre, c'était vraiment bien. Alors, Randy Raid est un personnage frauduleux parce que c'est Randy Orton, mais l'équipe avec Peter Adams était chouette. C'est la première vraie. Enfin, c'est pas les premières vraies équipes à gagner le titre, mais c'est la première fois où on avait vraiment des yeux sur la division par équipe. Ils n'avaient pas beaucoup d'adversaires, mais au moins eux, ils avaient la gueule.
En plus, au milieu de ça, on avait Darren White qui était le champion d'Apocalypse, donc un titre mondial. Et Randy Riot a été double champion dans cette histoire. Donc, en plus vraiment d'être un clan qui a gagné, hein, ils ont bien gagné. C'est le clan qui, je pense, a complètement lancé Peter Adams. C'est le clan où, quand ça s'est splitté, on a tous vu que Peter Adams, pouvait être ça pouvait être un main eventer complètement, et en plus, ça l'a été, et c'est une légende maintenant. C'est le pic de la carrière de Darrell Wake, qui est quand même une grosse carrière. C'était bien. C'est pas historique parce que finalement le Machines Cult, c'est plus de grosses individualités qui fait que quand ils étaient associés, c'était bien. Mais vraiment, ça a marqué un petit peu son petit monde, et c'était vraiment un super tremplin pour Peter Adams. C'est un super association pour Darrell Wake. On est sur un autre cabine. Alors là, Nezu. Je me souviens, j'avais mis la storyline en général de la Nezu en 4ème ou 3ème quand j'avais fait un top 10 des rivalités de la PEW. Mais alors, le clan lui-même, compliqué. Bon, faut revenir sur le concept du clan. C'est un peu Def V1. C'est Def qui a mal tourné. Parce que c'est Lance Austin qui ramène une association d'anciens catcheurs de la fédération pré-PEW, pas la fédération pré-PEW, mais une des fédérations qui a précédé la PEW, donc la NSW, et qui dit maintenant je veux que cette fédération soit à moi, on va refaire notre catch. Si vous vous dites que ça ressemble à ce que vous entendez aujourd'hui, complètement. Il y avait des noms intéressants dedans, il y avait du Jason Wolf, Chase Savoc, Randy Reid, toujours là, c'était son dernier truc un peu intéressant qu'il a fait. Il y avait Lucas Anoa'i surtout, et il y avait Red Dragon aussi surtout. Mais on les a rarement vus en tant que coéquipiers. Que 2 exemples, un 3v3 à PEW en main event, et le Colosseum Guerrilla qui marque la fin du clan. Par contre, en backstage, le clan était terrifiant. C'est-à-dire que tu croisais un membre, c'était la chasse. Ils avaient tous une affiche Wanted, en gros, sur les backstage, avec Dead or Alive. Lance Austin, c'était le maître du crime dans tout ça. C'était génial. On s'en souviendra de l'année joue. Alors ça c'est sûr, c'est que en termes d'impact, c'est historique. En termes de booking, c'est compliqué parce qu'il y a des moments où ils n'ont pas eu l'air si forts. Il y a des moments où leur intervention, elles arrivent un peu dans tous les sens. Red Dragon, il s'est fait virer pendant la storyline de la Nezu. Il a perdu dans la Mountain Cup, il s'est fait virer. Ils perdent, je trouve, contre un clan qui méritait peut-être pas ils perdent au mauvais moment, je trouve. Soit trop tôt, soit pas contre la bonne personne. Quand même pour ce que ça a représenté, parce que c'est, je trouve, le premier clan qui essaie de faire autre chose que juste être un clan. Et je vais quand même le mettre en historique, même si je pense que le booking devrait les faire descendre d'un cran. Et là, sous mes yeux, je suis en train de remarquer que Def, Dojo de la NSW et Nezu, les 3 clans historiques pour l'instant, c'est Lance Austin. Je sais pas s'il en a un 4ème. Il en a un 4ème. Il sera pas en historique. Mais donc on va passer d'un clan historique à un autre clan historique, la New Fortune Society. Pourquoi personne n'est content là, Vous n'aimez pas la New Fortune Society? Moi j'adore. C'est pas une blague. Là c'est pas une blague, j'adore la New Fortune Society. Tristan de McMahon a été injustement bâché à l'époque du clan. Et la seule erreur de cette équipe a été d'enrôler Don Francesco. Voilà, je l'ai dit, la New Fortune Society, c'était bien, voilà, je le mets. Et pour ceux qui connaissent pas, renseignez-vous, bande d'incultes.
Ou attendez, parce que je vais vous le dire. Alors, New Fortune Society, c'est Tristan de McMahon, qui a décidé de s'associer avec Matt Stamp pour faire l'équipe la plus insupportable à laquelle vous pouvez penser, mais franchement, dans un bon sens. C'était les heels numéro 1 des débuts de la PLW. Pas les débuts, mais la deuxième année maximum. On était encore dans les balbutiements de la PLW, c'était vraiment les ennemis publics numéro 1, tout le monde est détesté et pourtant c'est qu'on gagnait parce que Matt Stamp c'était le premier champion de la brand. Mais après il a rejoint le clan après avoir été champion quand même. Ils ont ensuite ajouté Don Francesco que tout le monde détestait aussi, mais lui c'était pour de vrai donc ça aide pas. Il a un peu fait n'importe quoi quand il était membre de la NFS, mais bon, ça c'est une autre histoire. On a eu aussi un aller-retour très rapide d'Alvaro, parce que, quand même, pour moi, c'est la force de la New Fortune Society, c'est que Alvaro a rejoint la New Fortune Society en voulant tourner heel, et il était tellement hué dans le show et un peu hors du show. Enfin, pas hors du show vraiment. Non, il n'y a pas eu des huées hors du show, mais dans le show était tellement hué que Alvaro a dit en fait, je veux pas. C'est-à-dire qu'il a rejoint et qu'il a dit en fait, c'était pas une bonne idée, j'ai pas envie. Et du coup, il a quitté la New Fortune Society. Ils sont morts au moment où ils sont montés dans la branche principale parce que clairement, je pense, le plan c'était de faire monter Matt Stamp qui avait fait le tour de PLW et vu qu'il y avait une équipe, Tristan McMahon a suivi alors qu'il aurait peut-être pu mériter un peu plus autant à la PLW. Ils sont morts là-bas malheureusement. Je sais que beaucoup ont un souvenir plus négatif de la New Fortune Society, mais moi je peux pas m'empêcher de sourire quand je repense à ce qu'ils ont fait de temps en temps. Par contre, en tant que gérant de la PLW, c'était un casse-tête. Ils ont été source d'un grand nombre de migraines, mais il y a des moments où ils étaient juste très marrants. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, alors, ça c'est l'Omega Squad. Ils sont là pour le LOL. Ils sont là parce que... il faut que je retrouve la liste, mais... Albert, Koshit, Fingerstaz, Steve Austin, Ridvan, peut-être Voltigo, et il me semble que Andrew Carpenter était mort, était dedans aussi. Quel est le point commun entre tous ces catcheurs dont vous n'en connaissez probablement pas beaucoup? Ce sont des jobbers. L'Omega Squad est un clan de jobbers qui était là pour jobber. Bon. Difficile de les classer, hein. Franchement, le clan de jobbers, je vais le mettre dans attends quoi. Et ils sont inclassables. C'était des gens inactifs qui étaient uniquement dans le roster pour perdre. Et ils ont été mis en clan parce que comme ça ils pouvaient perdre ensemble. Voilà, c'est l'Omega Squad. Si vous voulez en savoir plus, demandez à Roy, il vous en dira tellement mieux, tellement plus que moi sur le sujet. Je vais passer à la suite. Et la suite, c'est le Phoenix Order, pas le Phoenix Sunshine, la V1 du Phoenix Order. Donc le Phoenix Order de Red Drago évidemment, hein, le Phoenix Red Drago, Matthias Roy et Kenny Omega. Un peu comme le Machine Cult, mais en moins flagrant quand même, parce qu'il y a quand même Matthias Roy. Eux, ils ont été un peu éclipsés par le fait qu'il y a une version quand même plus marquante derrière. Bon, on parle de Phoenix, c'est vraiment le clan, c'est la seule chose qui est restée de la branche Phoenix, qui était à l'origine la troisième branche de POW. Kenny Omega, c'est un vestige du temps où les personnages autorisés, parfois ça autorisait les vrais catcheurs dans la fédération.
Tout ce que ce clan a raflé, il me semble, c'est un titre Firesun. Par contre, ça, je veux quand même. Le point positif du clan, c'est Mathias Roy, parce que ça, il me semble qu'il l'a raconté dans un dans un épisode de la fabuleuse histoire du catch RP. Mathias Roy passait en backstage avec Austin Williams, il me semble, et commençait à bully tout ce qu'il pouvait, parce que son patron dans la branche Phoenix était Ray Drago, et qui disait mais vas-y mec, fais ce que tu veux. Donc ça pourrait être tout ce que je retiens du Phoenix Order, mais c'est très marrant. Par contre, je vais mettre dans Attends quoi, et je vais mettre le Phoenix Order lui-même dans On souffle. Pourquoi? Parce que le Phoenix Order, c'est globalement le Machine Cult, mais avec Red Drago. C'est le Machine Cult avant que Darrell se rende compte qu'il était bien meilleur que Red Drago et que c'était un bien meilleur espoir dans le main event que Red Drago, et qui disent bah maintenant on va te cuire le cul. Littéralement, le clan s'est terminé sur une marque du Machine Skull posée au fer rouge sur le Red Drago. Je le sais, j'étais là. Et c'est Red Drago qui a voulu essayer de conserver son clan, mais qui s'est entouré de catcheurs bien plus prometteurs que lui, j'ai l'impression. Et ça lui a explosé à la tronche. Dommage, hein, dommage pour Red Drago quand même. Mais bah, le Phoenix Sunshine, on souffle parce que le Machine Skull c'était mieux quoi. Purity, alors Purity ce sera clairement V1 ou V2, ce sera vraiment historique où c'était bien. Mais alors Purity, j'ai décidé d'inclure les 2-3 versions. Parce que je sais qu'il y a Purity et Purity 2.0, mais on me l'a fait pas moi, c'est Purity depuis le début. Le renouveau de la carrière de David Major, j'avoue que je l'avais pas vu venir. Le lancement de. Alors la V1, ça partait très mal. La V1, c'était David Majors, donc bien, mais il était entouré de Jack Carter et Patrick Brooksender, dont on en avait à peu près rien à foutre parce qu'ils étaient pas actifs, malheureusement. Par contre, le renouveau avec le deuxième version de Purity, c'était du lourd. Hein. David Majors qui se fait entourer d'un coup de Julian Gunn, Ryan Parks, Brian Kenneth. D'un coup, Purity s'est passé de Ah, c'est David Majors Co. Ah ouais, non, c'est un clan. C'est un clan et c'est le clan de la PLW. Ce renouveau a été assez court parce que Ryan s'est fait call-up et que Julian Gunn avait très vite montré son sale caractère. Mais c'est le truc qui nous a dit que Purity, ça pouvait vraiment continuer sur la durée. Et maintenant, Purity, vous les connaissez très bien. Hein. C'est un peu la V3 avec David Majors, encore une fois entouré par des nouveaux. Arkel, Redson, Kevin Blaze, Nathan Brent. Je trouve que c'est l'une des meilleures choses à la PEW en général en ce moment. Le règne de Major, c'est bien. Le fait d'avoir des titres par équipe maintenant pour Purity, je trouve que c'est très très fort. Non, Purity, c'est vraiment une superbe réussite. Il est clairement pas historique à proprement parler, mais je le mets dans cette case-là parce que je trouve vraiment que c'est un excellent clan. J'adore Purity, j'adore le design de Purity lui-même, ce logo, je le trouve fantastique. Danny Majors fait un super boulot et en plus maintenant il est dans un clan où il a vraiment 3 personnes qui sont tout autant motivées pour faire un vrai clan que lui. Il est enfin avec que des actifs dans son clan et je trouve ça génial. Non, Purity c'est vraiment cool, j'adore. Surtout, je vais parler tout de suite du clan le moins impactant qui reste. Le Scooby Gang, les Vengeurs, le clan de John Master, Zinu, Hiroshi Tananashi, et il en manque un, il m'en manque un, il m'en manque un.
tout cas, c'est un peu la New Fortune. Non, c'est pas du tout la New Fortune Society. C'est imaginez des gens font un clan, mais ils se détestent tous. Et il y en a un d'entre eux, il est champion du monde. Et c'est tous des gens très très actifs en backstage. Et qui aiment foutre le bordel. C'est 2019. C'est POW 2019 en une image, c'est ça, c'est le Scooby Gang. Ils sont tellement géniaux, les Vengeurs, qu'ils ont été renommés Scooby Gang. Ils sont dans une case à part. Dans je sais pas, le Scooby Gang, c'est trop mythique. Je les ai pas connus, et pourtant j'ai l'impression qu'il me manque. Je sais pas comment. Si le troll était un clan, sauf qu'il y en a un, il est champion du monde. Non, le Scooby Gang, c'est fabuleux. Rien à dire de plus. Ils sont à part. Techniquement, ça devrait probablement être On Souffle. Ou même peut-être même c'était bien, parce que quand même c'est avec ce clan que John Master a gagné le premier Rumble. Hein. Ils ont été vraiment instrumentaux en fait gagner le premier Rumble. Mais c'était tellement un bordel backstage que c'est difficile de les juger. Un clan qui est difficile de juger aussi. Alors, je vais les poser au centre. Voilà, je vais les poser là parce qu'il n'y a pas de raison. Je vais absolument pas les laisser ici, vous en faites pas, ils vont descendre. Mais j'ai envie de séparer un peu le truc. Les Rising Stars, Will Hunter, Fergalegan, Alex Grant. Je vous en ai déjà parlé, beaucoup sur la vidéo sur les réalités parce que leur explosion est première. C'est les influences de ce clan et de sa destruction se tiennent encore aujourd'hui. Dès que vous croisez Will Hunter et Alex Grant dans un segment, ou Fergal et Hunter, ou Fergal et Alex, c'est vous. Il y a toute l'histoire du Rising Star qui revient. Le clan lui-même. Ah, on a flopé. Hein. Ah, c'était les trois nouveaux, les trois, on était sûr que ça allait devenir que ça allait être l'avenir. Mais alors, en clan, l'équipe Alex Hunter, Alex Hunter, le footballeur. Non, l'équipe Alex Grant, Will Hunter a fait quand même pas mal de choses. Ils ont jamais gagné les titres, mais ils ont été soit en finale d'un tournoi, soit ils ont été screw de certaines opportunités. Fergalegan était champion Gift to the Hill à ce moment-là, donc lui aussi, de son côté, il faisait vraiment des choses. Il était en pleine feud avec Jack Walton qui avait le titre mondial. Mais alors, en tant que clan, c'était pas incroyable. C'était un amassis d'individualités qui s'entendaient bien. Hein, vraiment, c'était c'était cordial. Mais le clan lui-même n'est pas resté dans les mémoires. Je le mets en c'était bien parce qu'il a quand même beaucoup de positifs qui en ressort et beaucoup d'histoires qui en a découlé. Parce que sans ce clan, il n'y a pas de Hilton Hunter qui est toujours un des meilleurs moments, je trouve, de cette fédération. Mais c'est à peu près tout ce que je peux en dire en tant que clan, quoi. Quand ça a explosé, c'était assez fantastique, mais alors quand c'était en clan, c'était plat. Et on enchaîne sur les Sons of Chaos, à peu près à la même période. Les Sons of Chaos qui découlent directement du Bullet Club, qui est le deuxième clan dont on a parlé, le Bullet Club qui est juste ici. Ça, c'est au moment où du coup Jack Walton a décidé d'exclure Prince Cavendish du Bullet Club. Il a récupéré les restes et on a fait un vrai clan. Il a arrêté de copier New Japan, merci Walton, c'est beau. Et il a décidé de faire les Sons of Chaos. C'est les gros bras. Hein, vous pouvez voir sur l'image, c'est que des gros bras. Voilà, Nolan Black gros bras, Jeff Hardy gros bras, Willman très gros bras et Jack Walton, vous le connaissez, gros bras. Les Sons of Chaos en eux-mêmes ont été
marquant. Ils avaient une image. Tu les voyais arriver, tu avais peur pour ta vie, parce qu'ils sont tous au minimum très intimidants. Mais en plus de ça, bah, c'est le moment où Jack Walton était champion du monde. Donc, en plus d'être assez intimidant, il répondait aux paroles. Ils ont jamais gagné de titre par équipe, par contre. Ce qui est, j'avoue que je trouve ça assez étonnant. Je pensais sûr qu'à me faire qu'un jour Nolan Black et Jeff Hardy avaient gagné les titres. Clairement, Walton était la star, le mec le plus actif. C'était son clan, c'était son truc, c'était pour le mettre lui en avant tout. Mais aucun des trois n'a pâti du fait que Walton était vraiment la tête du truc. Ça a eu des rivalités intéressantes, même après le titre de Walton, ça a eu des rivalités contre The Storm. On a retrouvé des Roland des Sons of King jusqu'à Final Warfare 3, alors que ça a commencé après Final Warfare 1, quand Nolan Black a eu son dernier match contre Walton. Les Sons of Chaos, vraiment, c'était pas si long que ça, mais c'était vraiment le clan de Walton. C'était son bijou, c'était son run, son moment, son clan. Et même si Walton a fait partie de pas mal de clans derrière, c'est le seul clan où il était vraiment le monsieur, le sommet de la PEW. Et merde, je viens de me rendre compte que les GOAT sont pas là-dedans. Où sont les GOAT? J'ai oublié de mettre une image des GOAT. Voilà, on est de retour, c'est bon. Pas pourquoi, j'ai complètement oublié d'ajouter le logo des GOAT quand j'ai fait la tier list. Parlons-en maintenant, en transition, on parlait de Walton, on va parler des GOAT. Les GOAT... C'était long. Il y avait du bon et du très très long avec les GOAT. Parce que l'idée du clan en soi était vraiment chouette. Quand on a vu pour la première fois Peter Adams et Lucas Sanoy commencer à faire équipe, on s'est dit ok, si les deux font équipe, ça risque de piquer. Quand Jack Walton est arrivé derrière, on a dit ok, ça va piquer. Et après il y a Sokolov qui sortait tout droit de PLW et qui d'un coup se retrouve propulsé dans un clan avec les 3 main eventers de la fédération. Non, franchement, les GOAT, c'était la formation des GOAT était vraiment bien. Après Davis est arrivé aussi également lors de Colosseum Guerrilla. J'ai pas l'impression qu'il ait ajouté grand chose. S'il a ajouté plus d'opportunités de storyline, notamment sur la fin du clan. Parce que ça s'est très vite brouillé dans les GOAT entre Davis et Lucas Anoa'i, qui sont deux personnalités quand même vachement fortes et qui peuvent très vite rentrer en confrontation. Le problème des GOAT, c'est que ça a feudé avec le dojo pendant 20 000 ans. Ils se sont formés, ils ont feudé avec Lance Austin et Pegasus 3, encore et encore. Parce que Peter Adams et Jack Walton étaient les patrons de la division par équipe au moment des GOAT. Lucas Anoa'i aussi, mais il a un peu fait le con, donc il a perdu le titre et il a été posé sur Walton à la fin. Mais ouais, non, les GOAT avec le dojo, c'était assez long. Ça veut pas dire que c'était pas bien, parce que c'était des matchs vraiment généralement très très sympas. Ils ont un peu recommencé à faire vivre la division par équipe, même si je pense qu'elle a vraiment repris un souffle un peu après. C'est Sokolov aussi. Sokolov, quand il va chercher main event de Final Warfare, c'est avec les GOAT. C'est ça. Je dirais bien que c'est à Green Star, mais Sokolov dans sa fiche a 40 ans. Mais bon, il était récent à la PEW, c'était un membre récent du roster. Ça a vraiment propulsé Sokolov. C'est aussi un plan qui a feud avec Red Dragon. Ils leur ont fait un peu son règne de champion de G2ZL, c'est vraiment les GOAT contre Red Dragon. C'était assez intéressant de voir quand même des personnages qu'on pensait vraiment très forts un peu se casser les dents contre Red Dragon. Ça fait beaucoup de bien Red Dragon. Oui, désolé, je réactive ma caméra. Ça fait beaucoup de bien Red Dragon, mais ça
pas tant que ça cassé les GOAT. Ça a vraiment été une bonne présence à la PEW. Ils ont pas fait des. Ils ont rien fait de mal, les GOAT. Ils sont bien, les GOAT. Les GOAT, ils vont bien. Et puis Helvetin Dream en manager des GOAT, c'était vraiment génial. Ça par contre, Helvetin Dream en manager, c'est toujours bien. Alors avec les GOAT, c'était vraiment fun. Ah, les GOAT, c'était juste entre historique et c'était bien. Parce que ça s'est quand même fini sur Tom Davis qui bat Lucas Hanoi à Final Warfare. Mais la storyline, c'est quand même que Lucas Hanoi, il avait découvert tout le délire de Def un an en avance. Parce que c'était prévu depuis très longtemps, Def. Et la fin des GOAT, c'est un peu la première pierre de l'histoire de Def. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Le clan est un peu mort doucement, hein, parce que c'était juste Lucas Hanoi à l'origine, mais après Peter a pris sa retraite. Après Sokolov c'est un peu s'est détaché du clan. Et après c'est devenu les Unleashed Rebels avec. Non. Les Unleashed Rebels c'était sur Saxton et ça n'a rien à voir. C'est devenu les Outlaw Warriors avec seulement Davis et Walton. C'est une équipe qui a fait 2-3 matchs de titre, mais qui ont finalement pas fait grand chose. Non, les GOAT en eux-mêmes, c'était. Je vais les mettre dans c'était bien. Parce que leurs plus gros services auront été sur la division par équipe. Qui est devenue une très bonne division par équipe, mais les plus gros services ont été pour faire un peu ressusciter une division morte. Surtout, du coup, Peter Adams et Jack Walton. C'était de la bonne télévision. C'était de la bonne télévision, les GOAT. Franchement, on s'amusait bien. On savait rire. Et par contre, les prochains, j'ai absolument aucun doute. Les Rulers of World, c'est historique et j'ai vraiment aucun doute dessus. Les Rulers of World, déjà, se sont formés autour d'un Davis qui sortait de nulle part. Enfin, ils sortent pas de nulle part parce que dès que Davis est arrivé, on a bien vu que il y avait quelque chose. Hein, l'attitude arrogante, le Richard qui se prend un peu d'opportunité qu'il veut. Il nous avait déjà fait le coup dans le Mountain Cup, on s'était rendu compte. Mais du jour au lendemain, en fait, à Rising War, les Rulers of War qui venaient tout juste de se former se sont retrouvés avec les titres tag et le titre mondial autour de Davis. Et alors, personne qui sont complètement, pour un clan très récent, se retrouvait tout aussi rapidement en haut. Ça a vraiment bien marché. Hein. C'est vraiment l'équipe parfaite pour se détester. C'est le pic de Sadak, c'est le pic de Davis. C'est un peu triste, ça veut dire que Davis a piqué dès le début, mais Davis était sur une autre planète à ce moment-là. C'est assez indiscutable. C'était le pic de Davis et même 80 rank, je suis sûr, plus beaucoup de monde. Personne qui est arrivé après 80 rank s'en souvient. Bah, c'était une bonne main dans la division par équipe. Hein. Sadak et 80 rank en tant que champion tag, ça a bien marché. Ça a vraiment. C'était vraiment des bonnes têtes et ils avaient en plus de quoi catcher dans cette division. Non, les Rutherford, c'est historique, ça a marqué toute une année de la PEW. C'est 2021, mais dans un clan. C'était vraiment beaucoup trop bien. Ça a duré un peu plus long, ça a duré plus longtemps en 2021 quand même. Et après, il y a eu Pierre Ace, David Majors qui a rejoint le truc. Ça s'est un peu essoufflé et puis ça c'est doucement mort. Il y a aussi Adrian Dallon qui était dans le clan mais qui était un peu à part dans sa division hardcore. Non, franchement, les GOAT, les GOAT, les Rulers of World, c'était excellent. Alors, le Silent Order. Peut-être que je vais pas me faire que des amis. Je pense que je vais pas me faire que des amis. Mais je pense qu'on souffle. Alors, je vais m'expliquer. Le Silent Order, le line-up est assez fantastique. Mathias Roy, leader de clan, avec Lex Sparks, encore un Lex Sparks assez jeune, un Lex Sparks assez nouveau. Nick Smith qui avant le clan était Monsieur Tout le Monde et après le clan a essayé d'enfin avoir une personnalité.
Whis Price, qui est le perso inactif le plus frustrant parce que merde, si Whis Price était actif, il aurait été génial. Et Prince Cavendish, dernier. Prince Cavendish, après le Bullet Club, qui a décidé de rejoindre Matthias Roy pendant un court temps. CN Order, je trouve que l'idée du clan est bien, l'identité du clan est cool, mais je trouve qu'ils ont fait plus de mal qu'autre chose parce que j'ai l'impression que ça a un peu freiné le règne All-Star de Matthias Roy, peut-être que mon impression, mais après Règne All-Star était toujours très bien, mais j'ai l'impression que c'est un peu freiné parce que maintenant on savait très bien où son règne allait. Et on savait très bien qu'il allait vers Prince Cavendish parce que clairement les deux ça allait pas cohabiter et c'était fait pour s'affronter. Et j'ai aussi l'impression que mauvais casting pour le choix de ceux qui ont battu la Nezu. Parce que c'est eux qui finissent par battre la Nezu et par la terminer à Coliseum Guerilla. C'est eux. Et bah j'ai l'impression que c'est pas eux qui auraient dû le faire, mais plus un espèce de une espèce de team PEW qui aurait dû faire ça et pas un autre clan heal. Parce qu'en plus, CN Order était heal aussi, c'était vraiment un Coliseum Guerilla heal contre heal. Et par contre, peut-être pas on souffle, parce que je veux quand même parler le segment techniquement qui a introduit CN Order, c'est le segment où on découvre que Mysterium c'est Matthias Roy. Que Mysterium qui était une fiche qui est arrivée d'un catcheur sourd et muet. Non, c'était pas sourd et muet. Si, c'était ça, je crois, sourd et muet. Non. Non, il était un catcheur uniquement muet, qui s'est révélé être un Matthias Roy qui s'est foutu de notre gueule pendant plusieurs mois, et qui a découvert qui a dévoilé le CN Order avec des noms auxquels on s'attendait pas forcément, qui sont arrivés un peu nulle part. Non, je suis dur. Je suis dur avec le CN Order, c'était bien. Parce que quand même l'introduction et tout, ça a été vraiment chouette. L'identité était bien, mais je trouve qu'ils étaient peut-être pas. Le fait que ce soit eux qui aient été choisis pour détruire un Ezio, peut-être que c'est juste un détail, mais moi ça me rend quand même vachement chafouin. Sudden Death, pour plusieurs raisons, je vais mettre en je sais pas lol. Déjà parce qu'il y a forcément un biais vu que je fais partie de Sudden Death. Enfin, en tout cas, mon personnage fait partie de Sudden Death, c'est mieux de le dire comme ça. Et aussi, c'est clairement pas fini, ça peut clairement devenir soit vraiment bien, soit ça peut flopper. Pour l'instant, on est dans une dynamique de c'est bien, on souffle. Il n'y a rien eu d'historique vraiment autour de Sudden Death, mais ça pourrait arriver. Il n'y a rien eu de catastrophique autour de Sudden Death, mais ça pourrait arriver. Je sais pas. Tactical, alors techniquement je pourrais la mettre dans je sais pas, mais par contre... Tactical, on souffle, mais pour plusieurs raisons. C'est pas contre Tactical. Mike Brady, Adam James, je trouve que dans Tactical, ils font un super job. J'adore le Tactical Brady, Adam James. Par contre, Tai Tai Evan aussi, je trouve qu'il s'intègre vachement bien. Beaucoup mieux que ce que j'aurais pu penser. Mais alors, par contre, il y a des moments où il passe soit pour des cons, soit Julian Gunn fait passer Tactical pour un con. Je pense que Julian Gunn n'est pas fait pour être en clan en fait. Et en plus ce clan s'est vraiment lancé sur une espèce de... sur ce Fatal 4-Way trio où tout le monde devait faire son équipe et Brady nous débarque avec Adam James et Julian Gunn, personne ne comprend pourquoi. Et en fait c'est eux qui gagnent et c'est eux qui font un clan durable. C'est vraiment... c'est vraiment cool. Alors, autant Adam James et Mike Brady en équipe, moi j'achète 20 sur 20. Adam James et Tai Tai Evan, vraiment c'est bien, j'aime bien. Mais tellement de coups durs qui se font que c'est difficile pour eux de rester bien crédible. Parce que entre Julian Gunn qui dès qu'il veut nous fait comprendre que c'est pas important pour lui, entre Adam James qui se blesse pendant 8 mois, ça je trouve ça dommage.
Je ne sais pas pourquoi il est blessé aussi longtemps, mais tant pis. La guerre avec Purity était vraiment bien. Mais c'est un on souffle. C'est pas voué à rester là. Si ça continue comme ça, franchement, ça va monter. Hein, mais pour l'instant, je demande à être encore convaincu sur le long terme par Tactical. Mais franchement, bel essai, bel effort. Brady, James, Titi, très bel effort. Continuez, ça va bien se passer. Et on finit avec... Qu'est-ce donc que cela? Mick Smith, Minosato, Matthias Roy, Nolan Black. Oui, 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 les Young Stars. Attends quoi hein. C'est vraiment leur place, les Young Stars. Je crois que même ceux qui étaient là quand ça s'est formé pourront pas vous dire grand chose dessus. C'est que des gens qui ont eu des meilleurs clans derrière. C'était. Ouais, Youngstar ça n'a pas marqué. Et j'aurais vraiment dû les placer avant parce que c'est quand même vachement dommage de terminer là-dessus. Sauf que non, en fait, on termine pas là-dessus. Et oui, parce qu'on a 106 clans que je considère historiques à la PEW. On a 6 clans qui sont peut-être le meilleur de la PEW. Def, Lodojo, la Nezu, Purity, Sons of Chaos et les Rulers of World. Je vais d'emblée éliminer Def parce que c'est pas fini. Ils auront un shot. Je vais d'emblée éliminer Purity parce que de 1 c'est pas fini et de 2 ils sont quand même, je trouve, ils font du très bon taf mais à un échelon en dessous. Je vais éliminer la Nezu et le Dojo. Selon Glenn Sostin. Ou peut-être, bah, le jour on va le garder pour plus tard. Je vais éliminer au moins la Nezu parce que il est historique parce qu'il a représenté, mais il n'est pas forcément historique parce qu'il a été dénué de défauts et 100% quali. Je vais éliminer les Sons of Chaos parce que les Sons of Chaos c'est surtout Walton, même s'ils ont fait de très bons trucs. Et me reste le Dojo et les Rulers of World. Le Dojo, c'est le clan qui semble infini. C'est le clan qui est pratiquement plus un clan qui est plus une espèce de famille. C'est le donjon des Hearts. En fait, le dojo, c'est assez. J'adore vraiment le concept. Surtout le fait que ça naisse d'un faux. D'un faux pardon de Lance Austin qui pendant 3 ans menait tout le monde en bateau en faisant croire que c'était avec de bonnes intentions, mais que les bonnes intentions restent quand ils partent et que ça soit toujours debout. Mais le dojo, ça crée des stars une fois sur deux. Le dojo, si tu rejoins, c'est soit vraiment ça va décoller, soit tu vas un peu sombrer dans l'oubli et être une tête parmi d'autres. Coucou Enez, coucou Alvaro, même si Alvaro, je ne fais pas trop de soucis pour la suite. Coucou Sadak. Et les Rulers of World, c'est 4 ou 5 gars qui ont décidé d'être au-dessus de tout le monde, et ça marche. Les Rulers of World, c'est le symbole de 2021, de cette période où tout pouvait arriver et où Davis a vraiment pris la PEW par le col et dit maintenant tu es à moi. En plus, sur Generation ça se battait aussi sur plusieurs fronts. Hein. Champion mondial, champion par équipe, champion hardcore. Ok. Alors, des 5, 6 qu'on a, je pense que le mieux écrit et le clan le plus cohérent dans tout ça, le mieux écrit, ce serait pour moi les Sons of Chaos. Le plus important, ce serait pour moi Def ou le Dojo ou la Nezu. Ces trois sont les plus importants. Mon préféré en termes de style et de ce qu'il accomplit pour certains catcheurs qui le rejoignent, c'est Purity. Le plus mythique.
c'est les Rulers of World. Abonnez-vous. Donc bah voilà, je pense qu'on a une playlist quand même une tier list qui est quand même plutôt solide. J'ai hâte de vous voir m'incendier pour certaines choses que j'ai dit. Oh. J'ai mis la New Fortune Society au-dessus de Tactical. Ah ouais, non. J'ai mis la New Fortune Society au-dessus de Tactical. Je suis désolé. Mais je pense que c'est à peu près. Je pense que si je devais la refaire plus tard, il n'y aurait pas trop de choses qui changeraient. Clairement, les Four Horsemen et Sudden Death, c'est fait pour être plus au-dessus qu'en dessous. Hein. Faut pas paniquer, mais il peut se passer beaucoup de choses avec ces deux clans-là. Techniquement, tactical aussi. Mais j'ai quand même envie de les classer parce que je voulais en parler beaucoup. Oui, pour moi, le meilleur clan de l'histoire de la PEW, ce sera les Rulers of World. Voué à changer, peut-être. Est-ce que Dev va prendre cette place? Peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, ça bouge pas. C'est les Rulers of World. La version printemps-automne 2021 était toujours intouchable. Et je vous remercie, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo parce que ça fait 1 heure que je suis en train de faire une tier list et que je parle tout seul. La caméra, vous me dites, c'est vraiment un nouveau format. Je vous propose un format plus tranquille où j'avais encore moins de texte prévu à l'avance que d'habitude. Je pense que ça s'est entendu beaucoup de fois. Mais j'ai bien aimé. Je voulais vraiment parler plus spontanément parce que faire un ranking de tout ça réel, ça aurait été trop compliqué de les classer, de vraiment tout préparer. Il y a des clans là-dedans où je m'y connais pas beaucoup, je m'y connais pas tant que ça. Ce 2019, même si j'en ai entendu pas mal parler, j'arriverai pas à vous peindre un portrait réel de comment c'était. Mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Je vous ai proposé ma tier list. Proposez-moi la vôtre. Franchement, je vous écoute. C'est fait pour ça. Proposez-moi la vôtre sur le serveur. Et merci à tous d'avoir regardé. Et je vous dis bye bye.